quelque chose a fait surface dans les eaux près de Gibraltar. Le 10 mai 2026, quelque chose que la marine des États-Unis ne laisse normalement pas le monde voir. Pas parce qu'elle y était obligée, pas parce que les exigences opérationnelles forçaient cette divulgation. La marine l'a fait émerger délibérément, l'a conduit au port, l'a photographié, puis elle a publié les photos et la déclaration officielle le 11 mai en s'assurant que chaque gouvernement au monde doté d'un service de renseignement, chaque réseau de suivi maritime, chaque organisation médiatique et chaque responsable iranien qui surveille les communications militaires américaines comprennent exactement ce qui venait d'apparaître dans des eaux situées à portée de frappe de leur pays. Un sous-marin lanceur d'engins de classe Ohio, la colonne vertébrale de la dissuasion nucléaire navale américaine, un bâtiment qui transporte jusqu'à 24 missiles balistiques Trident 2-2-5, lancés depuis un sous-marin, chacun capable de livrer plusieurs ogives nucléaires à ciblage indépendant et à portée intercontinentale. Une plateforme si létale que la marine des États-Unis a passé des décennies à développer la gestion de sa signature acoustique, les procédures de sécurité opérationnelle, la doctrine de dissuasion et l'architecture de communication nécessaire pour garder ces bâtiments invisibles, parce que leur invisibilité est leur valeur de dissuasion. On ne peut pas cibler ce qu'on ne peut pas trouver. On ne peut pas neutraliser préventivement une capacité de seconde frappe dont on ignore l'emplacement. La marine des États-Unis a fait surface avec ce sous-marin à Gibraltar et a dit au monde qu'il était là. C'est pas normal. C'est un message. Et c'est le signal unique le plus lourd de conséquences livré dans ce conflit depuis les premières frappes de l'opération Epic Fury, le 28 février. Parce que l'émergence délibérée du sous-marin de classe Ohio à Gibraltar n'est pas le seul actif lié au nucléaire qui s'est déplacé les 10 et 11 mai. Simultanément, un appareil E-6B Mercury de la marine américaine, la plateforme précise dont le mandat opérationnel est de maintenir les communications avec la flotte de sous-marins américains, et dont la fonction en temps de guerre inclut la transmission des ordres de lancement aux sous-marins, lanceur d'engins, est arrivé en Allemagne. Deux actifs, l'un qui lance, l'autre qui ordonne le lancement, tous deux rendus visibles, tous deux rendus publics, tous deux positionnés dans le contexte opérationnel, précis d'un président qui a rencontré toute son équipe de sécurité nationale le 11 mai pour discuter de la marche à suivre avec l'Iran et qui a quitté cette réunion en penchant vers une forme d'action militaire. Le cessez-le-feu est sous assistance respiratoire. Ce sont les mots de Trump, livrés avec l'analogie médicale précise qu'il a choisie délibérément. Le médecin entre et dit « Votre proche a environ 1% de chance de vivre, 1%. » Le président des États-Unis présente ainsi le cadre diplomatique qui contenait nominalement ce conflit depuis le 8 avril comme ayant une probabilité de survie de 1%. Ce n'est pas la communication d'un décideur qui travaille à préserver le canal diplomatique. C'est la communication d'un décideur qui prépare le public, les alliés, l'adversaire et son propre appareil institutionnel au moment où ce 1% devient 0. Il faut commencer par le sous-marin, parce que la logique stratégique de l'apparition en surface de la classe Ohio à Gibraltar exige une attention analytique précise avant que le reste du tableau puisse être correctement compris. Les États-Unis possèdent la flotte de sous-marins la plus performante au monde, une combinaison de sous-marins d'attaque rapide, de sous-marins lanceurs de missiles guidés et de sous-marins lanceurs d'engins de classe Ohio, qui constituent le volet maritime de la triade nucléaire. La valeur de dissuasion du sous-marin lanceur d'engins vient précisément de son indétectabilité. Un adversaire qui ne sait pas où se trouve un sous-marin de classe Ohio ne peut pas le cibler lors d'une première frappe. Un adversaire qui ne peut pas cibler le sous-marin lors d'une première frappe ne peut pas éliminer la capacité de seconde frappe que ce sous-marin représente. L'invulnérabilité du volet sous-marin de la triade nucléaire est ce qui rend la dissuasion de la triade crédible. Parce que même un adversaire qui croirait pouvoir éliminer les missiles balistiques intercontinentaux terrestres américains et les armes nucléaires livrées par bombardier lors d'une première frappe ferait encore face à la capacité de riposte d'une flotte sous-marine qui ne peut être localisée, ciblée ou neutralisée préventivement. L'apparition délibérée en surface d'un sous-marin de classe Ohio à Gibraltar est l'inversion précise de cette logique de dissuasion à des fins de communication. Normalement, ces sous-marins sont invisibles pour démontrer leur invulnérabilité,
Quand la marine en fait émerger dans un port et publie les photos ainsi que la déclaration officielle, elle démontre une présence plutôt qu'elle ne dissimule une capacité. Elle dit « nous sommes ici, nous sommes proches, nous sommes visibles, et l'arme que nous transportons est la plus dévastatrice sur Terre ». Ce message vise plusieurs publics simultanément. Pour le régime iranien, l'échelle d'escalade que le conflit gravit n'a pas encore atteint son sommet. Les options militaires américaines qui ont été déployées jusqu'ici, aviation embarquée, navires de surface, munitions de précision guidée, application du blocus, représentent la dimension conventionnelle de la puissance militaire américaine. L'apparition du sous-marin de classe Ohio à Gibraltar est le signal que la dimension nucléaire de la puissance américaine est à portée et qu'elle a été délibérément positionnée pour être à portée. Cela ne signifie pas que l'utilisation nucléaire est imminente ou planifiée. Cela signifie que le régime iranien se voit rappeler de la manière la plus visible possible que sa confrontation n'est pas seulement avec la capacité militaire conventionnelle américaine. Pour la Russie et la Chine, l'arrivée du sous-marin à Gibraltar coïncide avec la visite d'État imminente de Trump à Beijing du 13 au 15 mai. Le président américain arrive en Chine pour un sommet de 2 jours sur la question nucléaire iranienne, le commerce, Taïwan, l'ensemble du spectre de la compétition stratégique sino-américaine, avec le rappel visible que la puissance nucléaire américaine a été délibérément mise en surface dans les approches atlantiques de la Méditerranée dans les jours précédant son arrivée. C'est la posture de négociation de Trump rendue physique. Nous sommes sérieux. Nous avons des ressources qu'aucun autre pays ne peut égaler. Le sous-marin incarne ce message sous une forme qui ne demande aucune interprétation. Pour le public américain, l'apparition du sous-marin en surface est la communication institutionnelle indiquant que la posture militaire de l'administration s'est intensifiée, que le cessez-le-feu sous assistance respiratoire ne produit pas les concessions exigées par le camp américain, et que les actifs positionnés en réponse ne relèvent pas de la même catégorie que les groupes aéronavals et les munitions de précision guidée qui ont été les principaux instruments du conflit jusqu'ici. Pour les alliés de l'OTAN, la déclaration de la marine note précisément que la visite portuaire démontre la capacité, la flexibilité et l'engagement continu des États-Unis envers leurs alliés de l'OTAN. Gibraltar est un territoire de l'OTAN. L'arrivée du sous-marin démontre que la dissuasion nucléaire élargie américaine est active, visible et non limitée par le tempo opérationnel dans le golfe Persique. L'appareil ESIX-B Mercury est le deuxième élément de cette architecture de signalement nucléaire qui n'a pas reçu l'attention que son importance opérationnelle exige. Le ESIX-B est la plateforme aéroportée de commandement et de contrôle de la marine pour les sous-marins lanceurs d'engins, l'appareil précis dont la mission consiste à maintenir les communications avec la force sous-marine et à transmettre des messages d'action d'urgence qui incluent les ordres de lancement nucléaire. Dans un environnement normal de temps de paix, ces appareils fonctionnent en alerte aéroportée continue, maintenant le lien de communication entre l'autorité nationale de commandement et la flotte sous-marine, ce qui rend le volet sous-marin de la triade nucléaire réactif aux directives présidentielles. Leur arrivée en Allemagne, annoncée le 11 mai, simultanément à l'apparition publique du sous-marin de classe Ohio, complète le jumelage opérationnel précis. La plateforme qui lance et la plateforme qui ordonne le lancement, toutes deux rendues publiques, toutes deux positionnées, toutes deux visibles. Ce n'est pas un hasard de calendrier. La marine ne publie pas par accident des annonces simultanées concernant la visite portuaire d'un sous-marin lanceur d'engins et le déploiement d'un ESIX-B Mercury en Allemagne. Ces annonces ont été coordonnées. Leur synchronisation coïncide avec la réunion de l'équipe de sécurité nationale de Trump le 11 mai, avec le cessez-le-feu déclaré sous assistance respiratoire, avec le rapport d'Axios indiquant que Trump penche vers une action militaire. L'architecture de communication opérationnelle fonctionne-t-elle comme prévu? Montrer la capacité, montrer le commandement et le contrôle. Laisser l'adversaire comprendre toute l'ampleur de ce qui a été positionné. Examinons maintenant la réunion de l'équipe de sécurité nationale du 11 mai, parce que le reportage d'Axios à ce sujet est la divulgation publique la plus précise sur le plan opérationnel de la prise de décision américaine au niveau des principaux responsables qui soient apparus dans la phase actuelle du conflit. Trump a rencontré le vice-président Vance, l'envoyé spécial Steve Witkoff, le secrétaire d'État Rubio, le secrétaire à la défense Exet, le directeur de la CIA, John Ratcliffe, et le conseiller à la sécurité nationale, Dan Kane. L'équipe complète de sécurité nationale au niveau des principaux responsables, pas une réunion des adjoints, pas une discussion au niveau du personnel,
Les principaux responsables réunis le 11 mai pour discuter de la façon d'avancer avec l'Iran. 2 responsables américains ont dit à Axios que Trump penche vers une forme d'action militaire contre l'Iran afin d'accroître la pression sur le régime et de forcer des concessions sur son programme nucléaire. L'expression précise utilisée par un responsable, il va les secouer un peu, c'est le langage d'une escalade calibrée plutôt que d'une frappe décisive. La communication d'un décideur qui a conclu que la probabilité de survie de 1% du canal diplomatique ne justifie pas la retenue, mais qui calibre la réponse en fonction du calendrier diplomatique qui inclut le sommet de Beijing dans 2 jours. Les 3 options sur la table sont distinctes par leur nature, leur portée et leurs implications stratégiques. Comprendre ce que chacune produirait opérationnellement, voilà le travail analytique vers lequel pointe le cadre du reportage d'Axios sans l'achever. Option 1. Reprendre Project Freedom. L'opération d'escorte lancée le 4 mai a été suspendue pour la fenêtre diplomatique pakistanaise, puis partiellement reprise et de nouveau partiellement suspendue alors que la fragilité du cessez-le-feu devenait de plus en plus visible. Reprendre Project Freedom signifie réactiver toute l'architecture d'escorte, les destroyers Arleigh Burke, l'aviation embarquée en couverture, les voies maritimes dégagées, et guider les navires commerciaux à travers le détroit d'Ormuz sous le parapluie protecteur de l'armée américaine. Cette option est la plus limitée des 3 dans ses implications d'escalade. Elle ne reprend pas les bombardements du territoire iranien, elle n'implique pas d'action terrestre de forces spéciales à l'intérieur de l'Iran. C'est la continuation de la mission d'application du blocus et de liberté de navigation que le CENTCOM exécute, avec l'architecture opérationnelle restaurée à l'échelle complète de sa configuration du 4 mai. La réponse iranienne à cette option est l'engagement militaire précis que le premier jour de Project Freedom a produit, les attaques du CGRI contre les navires d'escorte qui ont traîné des tirs de riposte américains contre les embarcations attaquantes, la chaîne d'engagement défensif qui rend Project Freedom intrinsèquement cinétique, même sans autorisation de frappe offensive. Option 2, reprendre la campagne de bombardement contre les 25% restants des cibles militaires iraniennes identifiées. C'est l'option vers laquelle pointait, tout au long de cette analyse, le message Truth Social disant « Ils ne riront plus », le rejet totalement inacceptable de la contre-proposition iranienne et le plan de frappe israélien d'1 à 2 semaines soumis à Washington. Le chiffre de 25% est précis sur le plan opérationnel et dit quelque chose d'important sur ce qui n'a pas été traité lors des frappes précédentes. Epic Fury a d'abord traité les cibles hautement prioritaires et sensibles au temps. Le réseau intégré de défense aérienne, la marine, l'infrastructure de lancement de missiles balistiques, les nœuds de commandement du CGRI. Les 25% restants correspondent à l'ensemble de cibles qui avaient été identifiées mais non frappées lors de la campagne initiale. Soit parce que le renseignement de ciblage n'était pas encore suffisamment affiné pour permettre une frappe efficace, soit parce que le séquencement opérationnel donnait priorité à d'autres cibles, soit parce que certaines de ces cibles sont durcies et dispersées d'une manière qui exige le renseignement que les missions ISR des F-35 accumulent avant que les frappes soient prêtes à être exécutées. Frapper les 25% restants ajoute une catégorie précise de cibles que le cessez-le-feu a donné 73 jours à l'architecture de collecte pour affiner la flotte d'embarcations d'attaque rapide dans ces installations de stockage côtières, les batteries de missiles côtières restantes que la précédente campagne SEAD n'a pas pleinement traité, l'infrastructure de soutien des sous-marins Gadir, les nœuds de commandement et de contrôle des opérations en SM, ainsi que l'objectif de décapitation du commandement Vaidi spécifié dans le plan de frappe israélien. Les 25% ne sont pas un échantillon aléatoire de cibles que la campagne précédente a manqué. C'est l'ensemble précis de cibles qui exigent la collecte ISR persistante, les missions F-35 qui ont émis le code 7700 2 fois en 2 jours pour le rendre possible. Option 3. Le résultat préféré du gouvernement israélien, une mission d'opération spéciale visant à sécuriser le stock d'uranium enrichi de l'Iran, les 440 kg à Isfahan, le matériau que la Space Force surveille avec une précision de numéro de badge, que Trump a décrit comme étant sous surveillance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et que seule la Chine et les États-Unis auraient la capacité technique précise d'extraire en toute sécurité. Les responsables israéliens veulent que Trump autorise une mission d'opération spéciale conjointe américano-israélienne pour sécuriser physiquement et retirer ce stock. Le MV
Ocean Trader dans l'océan Indien, avec son contingent de la Delta Force et du SEAL Team 6, ses moyens héliportés et sa capacité d'insertion maritime, et la plateforme américaine, dont le positionnement rend cette mission opérationnellement possible. L'hésitation de Trump, décrite dans les reportages comme importante, est l'évaluation précise du risque par un décideur qui comprend que placer des forces d'opération spéciales américaines au sol, dans une installation nucléaire iranienne, avec du personnel de sécurité iranien présent et des forces militaires iraniennes potentiellement dans la zone, est le type de mission dont le mode d'échec est catastrophique plutôt que simplement infructueux. Une frappe de bombardement infructueuse échoue à détruire sa cible et exige une mission de suivi. Une mission d'opération spéciale infructueuse visant à sécuriser de l'uranium enrichi en Iran échoue avec des opérateurs américains potentiellement capturés, tués ou coincés au milieu de l'une des installations les plus sécurisées du programme nucléaire iranien, avec les conséquences géopolitiques de forces terrestres américaines capturées en Iran, transformant immédiatement chaque dimension du conflit. Le calcul du risque est asymétrique. Le coût d'échec de l'option de bombardement est opérationnel et gérable. Le coût d'échec de l'option d'opération spéciale est politique, diplomatique et potentiellement le genre d'événement transformateur qui redéfinit toute la position internationale du conflit. Les commentaires de Trump sur l'uranium enrichi sont l'élément le plus révélateur stratégiquement de ses communications publiques du 11 mai. Il a décrit le bombardement des sites d'uranium, les frappes de pénétration profonde que le GBU, 5-7 Massive Ordnance Penetrator, a livrées depuis des bombardiers B-2 à travers le terrain montagneux de granit des installations souterraines du programme nucléaire iranien. Il a dit que chacune de ces bombes était descendue directement dans un puits d'aération, dans une montagne de granit, qu'elle avait explosé et qu'ils sont incapables de le récupérer même s'ils le voulaient. Il a ensuite dit que 2 jours plus tôt, 2 jours avant le rapport d'Axios, vraisemblablement pendant la fenêtre diplomatique qui s'est maintenant effondrée, l'Iran avait accepté de permettre le retrait de l'uranium enrichi. Ils ont dit « Vous allez devoir venir le chercher ». Puis, ils ont changé d'avis. C'est le revirement précis que les sources iraniennes proches de l'équipe de négociation démentent. La réponse de Téhéran ne comprend aucun accord visant à retirer l'uranium enrichi du pays. On dit ces sources aux journalistes. Trump dit qu'ils avaient accepté, puis qu'ils ont changé d'avis. L'Iran dit qu'il n'a jamais accepté. L'écart entre ces positions n'est pas une ambiguïté de rédaction, ni un problème de traduction. C'est la rupture fondamentale des négociations que reflète la probabilité de survie de 1% du cessez-le-feu. Si l'Iran a accepté le transfert de l'uranium puis est revenu sur cet accord dans les 48 heures suivant la soumission officielle, ce revirement correspond à la faction dure du CGRI, imposant son veto à la concession négociée de la faction pragmatique. L'incohérence précise du commandement que l'incapacitation de Mojtaba Khamenei et la domination institutionnelle du CGRI sur le processus décisionnel iranien produisent tout au long de ce conflit. Si l'Iran n'a jamais accepté et que Trump déforme ce qui s'est passé, le dossier diplomatique a un autre type de problème. Dans tous les cas, l'uranium est toujours en Iran, et l'accord qui le transférait hors d'Iran n'existe pas. La description par Trump des différents niveaux de la direction iranienne est l'élément le plus intéressant sur le plan analytique de son commentaire, parce qu'elle cartographie la fracture institutionnelle à l'intérieur de la structure du pouvoir iranien dans des termes que le président lui-même semble avoir absorbés de ses briefings de renseignement. Le premier niveau a disparu. La structure de commandement originale du CGRI qui était en place le 28 février a été substantiellement perturbée par la phase initiale du conflit. Le deuxième niveau est plus raisonnable. Les éléments pragmatiques, la voie diplomatique d'Arakchi, les responsables qui ont soumis la contre-proposition et qui auraient été prêts 2 jours plus tôt à inclure le transfert d'uranium, représentent ce deuxième niveau. Le troisième niveau, personne ne veut être président. Le vide au sommet de la hiérarchie institutionnelle iranienne, avec Mojtaba qui serait dans un bunker pour tenter de préserver l'autorité que détenait son père, alors que la position de guide suprême est incapacitada au moment d'exigence décisionnelle maximale, produit une paralysie institutionnelle où le troisième niveau au regard de la présidence, la fonction exécutive nominale, et ne voit personne prêt à assumer la responsabilité que ce poste porte en ce moment. Ce portrait institutionnel est le tableau opérationnel contre lequel se prend la décision de reprendre les bombardements. Le deuxième niveau raisonnable veut conclure un accord et les éléments durs du CGRI contrôlent
ou peuvent outrepasser ce deuxième niveau lorsque l'accord s'approche des conditions que la survie institutionnelle du CGRI exige de refuser. Le troisième niveau n'apporte aucune résolution, parce qu'il représente une paralysie institutionnelle plutôt qu'une capacité décisionnelle. Le résultat est le schéma précis que Trump a décrit dans le contexte de l'uranium. Ils avaient accepté il y a 2 jours, puis ils ont changé d'avis. Ensuite, ils ont envoyé un document qui a pris 5 jours à arriver. Cela aurait dû prendre 20 minutes. Les communications publiques de l'Iran, le 11 mai, sont la performance institutionnelle d'un régime qui a conclu, ou qui ne peut pas se permettre d'admettre qu'il n'a pas conclu, que la défiance continue est la seule posture disponible. La déclaration de Kalibaf, nos forces armées sont prêtes à livrer une réponse bien méritée à toute agression. Une stratégie erronée et des décisions erronées mèneront toujours à des résultats erronés. Le monde entier l'a déjà compris. Nous sommes prêts à toutes les options. Ils seront surpris. C'est la communication d'une institution qui regarde un sous-marin lanceur d'engins de classe Ohio faire surface à Gibraltar, qui regarde les 6B Mercury se déployer en Allemagne, qui regarde l'équipe de sécurité nationale de Trump se réunir avec tout l'appareil au niveau des principaux responsables et en ressortir en penchant vers une action militaire et qui répond par la performance institutionnelle d'une défiance maximale, parce que l'alternative montrer au public national que l'évaluation institutionnelle de la situation est autre chose que confiante n'est pas politiquement viable pour la position politique interne du CGRI. Ils ressortent leurs missiles. Le tableau du renseignement sur l'activité militaire iranienne, pendant la période de cessez-le-feu, comprend les indicateurs observables d'une force qui se repositionne, recharge et reconfigure en vue d'un conflit repris la dispersion des missiles et lanceurs restants vers de nouvelles positions que le cycle de collecte ISR tente de cataloguer. Les installations de stockage souterraines ouvertes et consultées pour évaluation d'inventaire et maintenance. La flotte d'embarcations d'attaque rapide préparée dans des abris côtiers. Les sous-marins Gadir déjà déployés dans le détroit. L'Iran ne se prépare pas à une résolution diplomatique. Son activité militaire opérationnelle correspond à la préparation d'une force pour une reprise des hostilités, en partant du principe que ces hostilités arrivent, peu importe ce que produit la contre-proposition. Le compte à rebours de 40 jours des réserves de pétrole, les discussions de cessez-le-feu effondrées, le sous-marin de classe Ohio à Gibraltar, le 6B en Allemagne, la réunion de l'équipe de sécurité nationale, la caractérisation d'une inclinaison vers l'action militaire, la déclaration d'une probabilité de survie de 1%, la liste de 25% de cibles restantes. Toutes ces pressions convergent simultanément vers un point de décision que l'administration Trump présente publiquement comme imminent plutôt que conditionnel. Le calendrier du sommet de Beijing est la contrainte que reflète le plus directement la caractérisation selon laquelle Trump penche vers l'action militaire, mais ne l'a pas encore autorisé. Le sommet commence dans environ 2 jours. Un président américain qui autorise la reprise des bombardements contre l'Iran en 48 heures avant d'arriver en Chine pour une visite d'État de 2 jours avec Xi Jinping est un président américain qui arrive à ce sommet après avoir tout juste initié l'action cinétique à laquelle la législation chinoise contre la conformité aux sanctions américaines est précisément conçue pour répondre. La réunion qui était censée se déroulerait alors dans le contexte de bombardement repris plutôt que comme alternative diplomatique à ceci. La question du séquencement, les frappes ont-elles lieu avant Beijing, pendant Beijing ou après Beijing, et la décision précise que l'équipe de sécurité nationale de Trump semble travailler dans la période suivant l'effondrement du cessez-le-feu. Avant Beijing, signal d'escalade maximale à l'Iran et la Chine simultanément, mais perturbation diplomatique maximale du sommet qui pourrait produire la coopération chinoise sur l'Iran et rendre l'option militaire moins coûteuse pendant Beijing. Le scénario précis que cette analyse a signalé comme pouvant relever d'une décision israélienne plutôt qu'américaine. L'histoire d'Israël en matière d'action militaire qui force la main diplomatique américaine, combinée à l'indifférence institutionnelle d'Israël envers les calendriers de sommets américains, rend le scénario d'une frappe pendant le sommet impossible à écarter comme invraisemblable, quelles que soient les préférences américaines. Après Beijing, le canal diplomatique avec la Chine est exploré avant la reprise de l'escalade militaire, produisant potentiellement soit une coopération chinoise qui change le calcul, soit une obstruction chinoise qui élimine toute contrainte restante sur l'option militaire. Le sous-marin à Gibraltar est le signal précis qui indique clairement
quel côté de ce débat de calendrier favorise le positionnement militaire actuel. On ne fait pas émerger un sous-marin lanceur d'engins de classe Ohio à Gibraltar et on ne publie pas les photos et l'annonce officielle 48 heures avant une visite d'État à Beijing si la voie diplomatique est la priorité des 72 prochaines heures. On fait émerger le sous-marin et on publie les photos si l'on veut que chaque public, y compris Xi Jinping, y compris le public américain, y compris le régime iranien, y compris chaque gouvernement qui observe ce conflit, comprennent que l'option militaire est immédiate, capable et positionnée d'une manière qui fait de la voie diplomatique le choix offert plutôt que la certitude poursuivie. C'est la posture de négociation d'une administration qui a tiré les leçons de son expérience avec la contre-proposition iranienne. Du délai de 5 jours qui aurait dû prendre 20 minutes, de l'accord renversé en 48 heures, de la demande totalement inacceptable de souveraineté complète sur le détroit d'Ormuz, de tous les actifs gelés et de réparation de guerre, la voie diplomatique a produit tout ce qu'elle pouvait produire avant l'application physique des options militaires restantes. Le sous-marin de classe Ohio est l'incarnation physique de ce à quoi ressemble une marche supplémentaire sur l'échelle de l'escalade. Pas l'arme nucléaire, mais le bâtiment qui la transporte, la présence de la plateforme à portée, l'apparition délibérée en surface qui rend cette présence indéniable. L'Iran sera surpris, Kalibaf dit qu'ils sont prêts à toutes les options, les forces armées sont prêtes, les décisions erronées mèneront à des résultats erronés. Ce à quoi ils sont préparés, c'est la reprise de la campagne de bombardement contre les 25% de cibles identifiées que la phase précédente a laissé intacte. Ce à quoi ils n'ont pas démontré être préparés, c'est le ciblage complet de leur flotte d'embarcation d'attaque rapide et de ces installations de stockage côtière, le paquet de ciblage que les missions ISR des F-35 construisent. Ce à quoi ils n'ont pas démontré être préparés, c'est la décapitation de Vaidi dans la structure de commandement supérieur du CGRI que le plan de frappe israélien a spécifié. Ce à quoi ils n'ont pas démontré être préparés, c'est le scénario précis où la décision d'extraction de l'uranium passe de l'hésitation de Trump à la fenêtre d'insertion du MV Ocean Trader et où la mission d'opération spéciale, que la surveillance à précision de numéro de badge de la Space Force observe à Isfahan, est exécutée. Il pourrait être surpris. Le cessez-le-feu, qui a 1% de chance de vivre, est la condition médicale précise pour laquelle le sous-marin de classe Ohio à Gibraltar est le traitement. Le traitement n'est pas confortable. Le 6B Mercury en Allemagne est le spécialiste que le médecin a appelé pour consulter le dossier. Et la réunion de l'équipe de sécurité nationale du 11 mai, avec tous les principaux responsables dans la salle, avec Trump penchant vers une forme d'action militaire pour augmenter la pression et forcer des concessions sur le programme nucléaire. Avec les formulations, il va les secouer un peu et je pense que nous savons tous où cela s'en va de la part de hauts responsables américains. Cette réunion est la révision du dossier médical avant le début du traitement. 1% de chance de vivre, le médecin est entré, la famille a été avisée, le sous-marin est à Gibraltar, l'appareil de commandement est en Allemagne, le paquet de ciblage est en cours de finalisation. Les principaux responsables se sont réunis. Et l'uranium enrichi que l'Iran a accepté de transférer il y a 2 jours, avant de changer d'avis, se trouve encore dans la montagne de granit que seule la Chine et les États-Unis ont la capacité d'extraire en toute sécurité. Le sous-marin de classe Ohio à Gibraltar est le signal de positionnement militaire le plus lourd de conséquences livré dans ce conflit depuis le 28 février, parce que il représente l'architecture de dissuasion nucléaire américaine, se rendant visible à un moment où le président a caractérisé le cessez-le-feu comme ayant une probabilité de survie de 1% et penche vers une action militaire. L'action militaire reprend-elle avant le sommet de Beijing dans 2 jours? Pendant le sommet, dans ce qui serait le scénario précis, où l'indépendance opérationnelle israélienne force la prise de décision américaine, ou après le sommet, une fois la voie diplomatique chinoise épuisée, les 25% de cibles restantes incluent-elles la frappe de décapitation contre Vaidi que le plan israélien a spécifié. Et l'élimination du commandant en chef du CGRI, dans le contexte de l'incapacitation de Mojtaba, produit-elle l'effondrement institutionnel vers lequel le compte à rebours de 40 jours du blocus avance depuis la direction économique et le régime iranien, qui ressort ses missiles et déclare être prêt à tous les scénarios, découvre-t-il que le 1% attribué au cessez-le-feu par le médecin était exact
et que le sous-marin de classe Ohio qui a fait surface à Gibraltar était le dernier signal avant que la réponse arrive sous la forme qui lui avait été promise et qu'il n'a pas prise au sérieux? Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Perspective politique vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt